Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Et d'abord la première réponse médicale à la pneumopathie. Un test de dépistage sera disponible d'ici une dizaine de jours. Annonce du gouvernement américain qui précise qu'il sera accessible aux scientifiques et aux laboratoires du monde entier. Premier signe d'affolement en France où un TGV notamment a été immobilisé. L'Irak, nouvelle arrestation à Bagdad. Un autre demi-frère de Saddam Hussein a été capturé par les forces spéciales américaines. Elles espèrent obtenir de lui des renseignements sur le régime. Par ailleurs, le monde se mobilise pour sauver les trésors des musées volés ou saccagés par les pilleurs. Réunis spécialement à l'UNESCO à Paris, une trentaine d'archéologues et d'experts demandent qu'on empêche le trafic des œuvres d'art. Les téléphones portables et les antennes relais n'ont aucun effet mesurable sur la santé. C'est la conclusion de la première grande enquête de l'Agence française de sécurité sanitaire. Elle recommande toutefois de poursuivre les études. Enfin, lunettes noires et crème solaire, toujours de rigueur sur toute la France. Mais cet été avant l'heure a des conséquences. 600 hectares de pins brûlés dans les Landes. Une invasion de mouches, vous allez le voir, dans l'Aisne. Dans la lutte contre l'épidémie de pneumopathie, c'est donc un premier pas qui est en train d'être accompli. Le secrétaire américain à la santé annonce qu'un test de dépistage est en cours de fabrication. On y revient dans un court instant, mais d'abord on va voir que si le virus fait tousser les patients, il fait aussi tourner les têtes. Un voyage scolaire supprimé, un TGV arrêté, la nervosité gagne la France. Laurence Decherf, Madi Diawara. Affolement en gare de Marne-la-Vallée ce matin. Un voyageur tout juste de retour d'Hanoï assis dans un TGV porte un masque. Le contrôleur s'affole et appelle les pompiers. Aucun symptôme. Bilan, 2 heures de retard pour ce train à destination de Bordeaux. Et à l'arrivée, un passager mis en cause, bien énervé. Il a juste suivi les recommandations à sa sortie d'avion. Mettez tout simplement un masque pour protéger éventuellement si par hasard pendant 48 heures ou 4 ou 5 jours vous pensez qu'il puisse y avoir quelque chose. Moi bêtement j'ai mis un masque. À Tourcoing, c'est la consternation pour la chorale des enfants. La tournée qui démarre samedi en Corse est gâchée. 2 villages sur 20 viennent d'annuler les concerts, raison invoquée, la pneumopathie. Tourcoing, donc peut-être des pestiférés, j'en sais rien. L'hôpital de la ville abritant un cas avéré, c'est la peur qui s'empare de certains villageois corses, une peur injustifiée. Non, je pense pas que tout le monde soit contaminé, mais non, tout va bien à Tourcoing. Plus facile pour Jean-Pierre Raffarin de se déplacer en Inde, il y a 2 mois, entouré d'une centaine de personnes, qu'en Chine la semaine prochaine. Programme allégé pour sa visite officielle, le Premier ministre s'en tiendra à Pékin et oubliera Shanghai. Délégation restreinte, couverture médiatique minimale, question de précaution. Voilà, bonsoir Jean-Daniel Flezaki. Alors ce test annoncé il y a un peu plus de 2 heures va peut-être permettre d'y voir plus clair. Qu'en sait-on exactement? Alors c'est un test qui va permettre de détecter la présence directe du virus chez une personne qui souffre d'une pneumopathie. On saura si c'est du coronavirus ou si ce n'est pas du coronavirus. Alors seul problème lié un petit peu à la spécificité de cette infection, on ne pourra pas faire ça à partir d'une simple prise de sang. Il va falloir faire un prélèvement des sécrétions nasales et les examiner très rapidement. Alors ça demande une certaine technicité. Par exemple, tous les laboratoires des CHU français seront capables de le faire. La plupart des hôpitaux dans des pays occidentaux, à Hong Kong, on le fera simplement. En revanche, dans les grandes régions chinoises et grandes régions rurales, il y a beaucoup de chances qu'on ne puisse pas faire ce test et c'est là où l'épidémie est en train de flamber. Autre problème, ça va être la fiabilité. On a obtenu un test d'une façon extraordinairement rapide, alors que d'habitude il faut des mois et des mois de mise au point. Là, les scientifiques ont vraiment mis le pied sur l'accélérateur, ça va très vite. Le problème, c'est que ça va vite et qu'il risque d'y avoir des cas qui vont passer à travers les mailles du filet parce que le test n'est pas assez affiné. Mais il y a le feu à la maison, c'est une épidémie mondiale, il y a une urgence et mieux vaut un test imparfait que pas de test du tout. Merci Jean-Daniel. Rappelons que le virus a fait 161 morts dans le monde. Dernier bilan, 3590 cas recensés. On en signale un pour la première fois en Inde. En Chine, l'épidémie est maintenant complètement intégrée à la vie quotidienne. Exemple à la gare de Pékin, sur place, Philippe Rochaud, Sylvain Guillaume. Dans les gares comme celle de l'Ouest, où 100 000 personnes partent et arrivent chaque jour, on voit que les Chinois se protègent mieux et portent plus fréquemment le masque. Des bureaux d'information ont été installés. On y rencontre souvent des voyageurs, comme cet homme, qui ne connaissent rien à la maladie. Et puis, désinfection régulière des salles d'attente immenses, sans que l'on sache si l'opération est vraiment efficace, mais les employés veulent y croire. Je pense que les passagers sont rassurés par les mesures de sécurité que nous avons prises. C'est pour ça qu'il y en a si peu qui portent le masque dans cette gare. Le pouvoir chinois a choisi d'informer un peu plus ses citoyens sur les dangers de cette maladie. Mais les mesures qui ont été prises jusque-là n'atteignent pas le niveau de celles qui ont été décidées dans d'autres pays d'Asie.
On en vient maintenant à l'après-guerre en Irak. Principale information de cette journée, l'arrestation d'un autre demi-frère de Saddam Hussein, Barzan al-Tikriti, c'est son nom. Il a été capturé au lever du jour grâce à un renseignement. Hervé Guéquier. Au temps de sa splendeur, Barzan al-Tikriti représentant l'Irak aux Nations Unies à Genève. Avec la chute du régime de Bagdad, le demi-frère de Saddam Hussein fait partie de la liste noire publiée par Washington des 52 dignitaires à abattre. Après Wadban Ibrahim Hassan, un autre demi-frère de Saddam, Barzan a été arrêté par les forces américaines dans la capitale irakienne. Cette capture montre la détermination de la coalition pour traquer sans relâche les responsables du régime déchu. Les efforts pour rechercher les autres leaders continuent. Le 11 avril dernier, Barzan avait été donné mort après le bombardement de sa maison à Ramadi, dans la banlieue de Bagdad. Le demi-frère de Saddam fut d'abord chef du renseignement irakien dans les années 80. Après des disputes familiales, c'est la disgrâce, puis un poste en Suisse où il sert les intérêts de Bagdad en Europe. En 99, Barzan est rappelé au pays et placé en résidence surveillée. Saddam Hussein utilisait son demi-frère, mais se méfiait beaucoup de lui. Les Américains qui espèrent réunir de plus en plus d'indices pour tenter de retrouver Saddam Hussein. Une autre de ses caches a été découverte. Image commentée par Bernard Lebrun. C'est un reportage de la chaîne qatari Al Jazeera, une exclusivité. Bienvenue dans la dernière demeure de Saddam Hussein avant l'invasion américaine de Bagdad, dit le journaliste, une demeure modeste. Mais il ne dit pas où se trouve cette maison et le reportage ne montre pas l'extérieur du bâtiment. Une certitude, voici le bureau dans son décor où a été enregistrée puis diffusée l'allocution de Saddam Hussein ou de son sosie. Au jeu des ressemblances, 4 détails. Le nœud de bois dans le lutrin du président, son porte-plume, ainsi que le motif du tissu et l'emblème de la République d'Irak. Près du bureau, le coin salon, aux canapés et fauteuils de tissu rayés, avec à l'arrière des tentures bleues. C'est dans ce décor que Koussaï, fils cadet du Raïs, entouré du ministre de la Défense et du garde du corps, furent reçus par Saddam Hussein avant-guerre. Un peu plus loin, Al Jazeera nous montre la chambre du président où se trouve un Coran. Puis, abandonné au porte-manteau, sa vareuse personnelle. Derrière, une salle de bain modeste, seule trace de luxe, dit le journaliste d'Al Jazeera, un parfum français. Autre certitude, Saddam Hussein n'a pas quitté Bagdad dans son train présidentiel. Il gît sur une voie de garage de la gare centrale. Un train d'origine allemande, où désormais les gamins s'amusent, lambris de bois, salle de bain en marbre, puissante locomotive diesel. Comme Staline son modèle, le Raïs aimait voyager en train lors de ses tournées en province. Bagdad où le calme revient, mais il n'est pas encore synonyme d'ordre. Les patrouilles américaines sont maintenant régulières, leur tâche est immense. Témoin ces armes et ces munitions laissées à l'abandon en pleine rue et aux mains des enfants. Commentaire Claude Sampère. Des enfants qui jouent avec une ancienne batterie antiaérienne, la scène est à peine croyable. Nous sommes dans un des faubourgs de Bagdad et ces gamins ont l'air de bien s'amuser. À côté d'eux, des dizaines d'obus laissés à l'abandon. Jour après jour, les soldats américains s'efforcent de ramener l'ordre dans la ville. La tâche est immense. Ici, une équipe ramasse des sacs entiers de billets dans une banque récemment incendiée. En quelques minutes, une fortune considérable est mise à l'abri dans le véhicule blindé. Un peu plus loin, un autre groupe de soldats surveille des missiles qui ont été trouvés sur des remorques près d'un marché. Chaque jour, les soldats découvrent de nouveaux stocks d'armes qu'ils détruisent immédiatement. Toutes les nuits, des patrouilles effectuent des contrôles inopinés dans la ville à la recherche d'anciens combattants. Ici, apparemment, la prise est bonne. Un soldat trouve un chargeur et 2 armes. Depuis la prise de Bagdad et les pillages qui ont suivi, les forces américaines déploient des efforts considérables pour amener la sécurité et un peu d'ordre en ville. À l'heure actuelle, ils essaient de remettre en route 15 des 33 hôpitaux de Bagdad. Peu à peu, l'aide arrive de l'étranger. Les réseaux d'eau et d'électricité sont remis progressivement en place, mais le retour à la normale reste très difficile. Ici, pour la première fois, un délégué du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, se rend à l'hôpital psychiatrique de Bagdad. Ça, c'était le bureau du CICR. Ils ont piqué même les lavabos. L'hôpital a entièrement été saccagé. Dans la cour, les malades sont livrés à eux-mêmes, les médecins se sont enfuis
et les patients se débrouillent comme ils peuvent. Bonsoir Gérard Griesbeck, vous êtes en direct de Bagdad. Alors ce nouvel ordre qui a tant de mal à s'imposer, semble-t-il, a un visage, celui du chef des armées américaines en Irak, Tommy Franks. Par sa visite à Bagdad, il a voulu montrer que le pays est à nouveau dirigé. Oui, c'est un nouveau visage, David, mais c'était quand même assez bizarre de voir le tombeur de Saddam Hussein se faire aussi discret dans la capitale irakienne. Il n'a pas voulu parader, sans doute en comprenant que les Irakiens, certes, ne regrettent pas Saddam Hussein, mais pour autant, ils ne portent pas dans leur cœur les Américains. Donc effectivement, Tommy Franks est venu ici, mais de façon très discrète. Il était dans le palais présidentiel, dans un des palais présidentiels de Saddam Hussein. Il a communiqué à ce moment-là avec le président des États-Unis, mais on n'en sait pas plus. Gérard, vous avez aussi rencontré, vous avez vu en tout cas, le nouveau gouverneur de Bagdad, ou en tout cas celui qui s'affiche comme tel. Qui est-il exactement ? Oui, il s'appelle Mohamed Zubeidi, j'ai discuté avec lui il y a quelques minutes à peine. C'est un petit bonhomme sans grand charisme et une personnalité tout à fait respectable. Vous savez, il a été condamné à mort par Saddam Hussein, il a vécu 15 ans en exil. L'homme est un chiite, un musulman chiite. Et là est le problème, si on applique demain pour le nouvel Irak la loi de un homme, une voix, eh bien ce seront forcément les chiites qui dirigeront ce pays. Et là est le problème, ce sont pour les autres minorités du pays inacceptables. Et vous savez que depuis que ce pays existe, depuis 1920, depuis que l'État a été constitué, eh bien ce sont les sunnites, certes ils sont minoritaires, mais ce sont les sunnites qui ont dirigé le pays. Ils ont un avantage, c'est qu'ils sont musulmans comme les Kurdes, et ils sont musulmans et arabes comme les chiites. Donc les Américains aujourd'hui sont confrontés à ce problème de savoir qui demain, quelle communauté demain va diriger le pays. Merci Gérard. Pour les habitants de Bagdad aussi, ce retour à la normale n'est pas évident. Beaucoup avaient fui les bombardements. Nos envoyés spéciaux, Patrick Fandiot et Guillaume Fautra, ont suivi une famille qui retrouve son logement et tente de retrouver ses esprits. Vous allez voir que rien n'est simple. Voici leur reportage. Ils ont le malheur d'habiter près d'un site bombardé de l'ex-pouvoir irakien. Ils ont aussi un peu de chance. Le souffle des explosions n'a brisé que quelques vitres. Les voilà sains et saufs, mais dans l'impossibilité de le faire savoir à leurs proches. Non. Le téléphone ne marche pas. Il n'y a pas la lumière aussi. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas beaucoup de choses. Elle voudrait bien contacter son frère, un médecin franco-irakien, maire d'une petite commune près de Montpellier. Mais Bagdad reste coupé du monde, à moins d'avoir comme nous un téléphone satellite que nous lui prêtons. Allô. Salut Hassan. Hello Habouba, ça va? Bonjour Hassan. Ça va très bien? Ça va, et toi? Moi, très bien. Et toute la famille aussi, très bien. La famille s'est regroupée depuis la chute de Bagdad. Elle sort très peu. L'autre frère de Samira, Kartan, a retrouvé sa librairie dans la pénombre et l'amertume. C'est une ville morte. Nous sommes dans une ville morte. Voilà ce que les Américains ont fait. C'est une honte. Promis juré, les Américains disent vouloir établir au plus vite le téléphone, l'électricité, remettre en marche les hôpitaux. Si la plupart des Irakiens sont ravis d'avoir été débarrassés de Saddam Hussein, ils espèrent maintenant que les Américains mettront la même volonté, la même rapidité pour reconstruire leur pays. Et puis des nouvelles d'Ali, ce soir, dans Envoyé spécial, un reportage est consacré à l'histoire de ce jeune garçon orphelin et amputé des deux bras suite au bombardement à Bagdad. Envoyé spécial à suivre à partir de 20h55 avec Guylaine Chenu et Françoise Joly. Une question demeure. Où sont passés les dizaines de milliers de soldats d'élite de la fameuse garde républicaine qu'on n'a pas vu combattre? Eh bien, nous avons retrouvé l'un d'entre eux. Son cas est sans doute représentatif. Il a déserté, il se cache encore. Reportage Stéphane Bretner, Frédéric Bonne. Parce qu'il fuit le regard des autres, Ali Nadji, 28 ans, a préféré nous recevoir chez son frère. Un déserteur, les voisins n'aiment pas ça. Le 5 avril, il était dans les tranchées au sud-est de Bagdad lorsque la première attaque des Marines a déferlé sur son unité. Les avions nous ont d'abord bombardés, puis on a vu arriver des missiles. Petit à petit, des soldats sont sortis des hélicoptères et les tanks ont foncé sur nous. On a tiré, mais quand j'ai vu cette puissance de feu, j'étais paralysé. Je savais que l'on ne pouvait rien faire. C'est le début de la déroute. Les Américains tirent sur tout ce qui bouge.
On n'était plus que 2 dans la tranchée, il y avait des morts partout. Je n'avais pas le choix, je devais m'échapper ou mourir. Les officiers vont fuir les premiers en emportant les véhicules. Lui et ses amis n'auront plus que leurs jambes pour échapper à la mort. J'ai suivi mes camarades à travers les rues, mais les Américains ont essayé de nous rattraper. En courant, j'ai enlevé ma veste et mon pantalon. J'ai juste gardé ce t-shirt pour que les Américains me prennent pour un civil. Moi, je suis vivant, mais j'ai perdu beaucoup d'amis. Depuis 10 jours, Ali Nadji passe la plupart de son temps chez lui pour tenter d'évacuer cette guerre. Comme lui, ils sont des milliers à avoir fui les combats. C'est la raison pour laquelle la ville est tombée si vite. Les soldats irakiens n'ont pas combattu à Bagdad et pour expliquer cette défection, une rumeur court. Le ministère de la Défense aurait demandé aux officiers de rentrer chez eux et de s'habiller en civil avant la bataille. Autre enseignement de cette journée, le ton a baissé d'un cran entre les États-Unis et la Syrie. Colin Powell a même fait savoir qu'il pourrait peut-être se rendre à Damas prochainement. Il sera le bienvenu, a répondu la Syrie qui conteste avoir offert l'asile à des dirigeants irakiens en fuite et qui affirme que sa frontière, 600 km au total, sa frontière avec l'Irak, est entièrement sous contrôle. Envoyé spéciaux Florence Bouquia, Frédéric Faure. Des tirs de sommation dans ce no man's land qui sépare la Syrie de l'Irak. L'homme repart en courant. Cette fois encore, il n'a pas pu traverser cette frontière syrienne, gardée 24 heures sur 24 par ses soldats en armes. Mais lui ou bien ceux-là réessaieront sans doute plus tard. Entre 2 tentatives, ces hommes attendent ici. Derrière ces parpaings, c'est l'Irak. Devant, la Syrie. Leur espoir depuis une semaine, passer de l'autre côté. Je suis yéménite. Je supplie le président Assad, les organisations mondiales et les chefs arabes. Laissez-nous entrer. On est ici depuis 5 jours. Où est la Croix-Rouge? Derrière eux, le drapeau irakien flotte vaillamment. Mais le poste frontière a vécu. Depuis plusieurs semaines, la ville d'El-Qaem est livrée à elle-même. Depuis qu'une nuit, Bagdad est tombée. Le soir, ils étaient là, les gardiens, le poste frontière. Le lendemain matin, il n'y avait plus personne. On ne voit plus ni l'armée, ni la police, aucune présence d'autorité. C'est l'anarchie totale de l'autre côté. Cette anarchie, seuls les Syriens en sont les témoins impuissants. Il y a 3 jours, les Américains se sont approchés à 30 mètres de cette frontière. Ils sont repartis aussitôt. 125 soldats tués, c'est le dernier bilan de cette guerre côté américain. Chaque jour maintenant, des avions, des sous-marins, des porte-avions et bien sûr des Marines rentrent au pays accueillis comme des héros. À Washington, Étienne Lénart. Alors même que les responsables militaires américains n'ont pas sifflé la fin officielle du conflit, le USS Portland rejoint son port d'attache et il est attendu. Je vois mon fils là, au-dessus des 3 canons, c'est celui qui sourit. Ce navire amphibie et ses centaines de soldats rentrent après 4 mois de mission dans le golfe arabo-persique, où il assurait la logistique et le transport de matériel des Marines. Et 4 mois, c'est long, que l'on soit marin, ou bien fils de marin. Mon fils m'a manqué, ma femme aussi, elle m'a beaucoup soutenu. Les retours, c'est toujours super. Dans le ciel du Nouveau-Mexique, ce sont les F-117, les avions furtifs qui, au premier jour du conflit, ont bombardé Bagdad, qui sont de retour. Et l'Amérique se délecte de cette avalanche de retrouvailles entre de valeureux soldats et leurs familles impatients. Le chef des armées, lui, fait fructifier sur le plan politique le coup de poker qu'il a tenté et gagné sur le plan militaire. Les soldats blessés au combat sont invités et ovationnés dans tous les déplacements de George Bush, qui encourage l'Amérique à suivre leur exemple et vante leur excellence. Il fait partie de l'élite de tous ceux qui dans notre pays portent l'uniforme. Merci d'être là. Et dans le silence des cimetières, des familles éplorées enterrent ceux qui ne rentreront pas vivants. 125 soldats américains ont jusqu'ici été tués en Irak. Oui, il y a les héros et puis il y a les têtes de Turcs. Vous vous souvenez sans doute du général Saaf, le ministre de l'information irakien, spécialiste des déclarations tonitruantes, qui affirmait par exemple que les Américains allaient être hachés menus alors que leur victoire ne faisait déjà plus aucun doute. Eh bien, il fait le bonheur des humoristes et même des fabricants de marionnettes. À New York, Pascal Golomer.
Ces formules choc sont d'ores et déjà entrées dans l'histoire. Nous allons massacrer tous ces envahisseurs. L'Irak sera leur tombeau. Et Mohamed Al-Sahaf est devenu ainsi un personnage culte pour les Américains, transformé même en poupée qui, lorsqu'on lui appuie sur le dos, vous menace des pires représailles. À la télévision, les humoristes n'en finissent pas de vanter cet optimisme dont il a fait preuve jusqu'au dernier moment. Les forces américaines sont prises au piège partout dans le pays. Et ils ne sont pas à Bagdad. Mais c'est sur Internet qu'on trouve ses plus fervents admirateurs. Con Nugent a dressé la liste de ses plus belles formules. Un succès énorme, plus de 600 000 visiteurs chaque jour. Et vous pouvez même y acheter le t-shirt avec la phrase de votre choix. Bien qu'il ait pris des airs menaçants et diaboliques pour tenter de terrifier tout le monde, il n'a fait peur à personne. Au contraire, il apportait une touche comique bienvenue dans une guerre qui, sans lui, aurait été une tragédie ordinaire. Les journaux à New York suggèrent même au maire d'embaucher Mohamed Al-Sahaf comme porte-parole pour expliquer aux habitants que la ville n'est pas aussi endettée qu'on le dit. Le seul problème, c'est que l'ex-ministre irakien a disparu depuis plus d'une semaine. Plus sérieusement et toujours à propos de l'après-guerre, George Bush a demandé la levée des sanctions contre l'Irak, sous embargo, vous le savez, depuis une douzaine d'années. Commentaire de Jacques Chirac et de Vladimir Poutine, c'est à l'ONU d'en définir les modalités. Un débat important puisqu'il conditionne la reprise des exportations de pétrole. Autre sujet, le pillage des musées. La mobilisation est générale pour retrouver les trésors perdus et surtout éviter les trafics. Paul de Genève. C'était samedi dernier. Madame Naïd Al-Amin, conservatrice du musée de Bagdad, découvrait les dégâts. Les pertes sont inestimables. Messine, le vase sumérien, tu l'avais mis à l'abri? Le vase a été volé. Au moment même du tournage de notre équipe, les pillards étaient encore dans les murs. Aujourd'hui, des GI sécurisent le musée, mais il est déjà trop tard. Les pillards n'étaient peut-être pas là par hasard, c'est en tout cas l'avis d'experts réunis aujourd'hui à Paris. Il y a aussi ceux qui ont fait un pillage plus ciblé en prenant des objets, donc en sachant pertinemment la valeur que représentaient ces objets et donc avec la perspective de pouvoir les mettre sur le marché. Un travail sur commande, très lucratif. On doit supposer que les objets qui viennent d'être volés finiront sur le marché parisien, londonien, new-yorkais. C'est un marché très international. Le drame des joyaux de Bagdad, c'est qu'ils ne sont pas tous répertoriés et les archives du musée sont en partie détruites. Les trafiquants vont donc s'en donner à cœur joie. Exemple, cette statuette mésopotamienne volée il y a 30 ans au Liban, les policiers français viennent à peine de la récupérer. Les objets, s'ils ne sont pas détruits, je dirais, sont saufs. Il va falloir qu'ils réapparaissent. Alors, ils vont réapparaître sur le marché légal, licite. Ils réapparaîtront peut-être lors de saisies ou lors de transactions qui nous seront dénoncées. Ça, c'est très aléatoire. Lors de la première guerre du Golfe, 4000 objets avaient été pillés. 54 seulement restitués au musée irakien. Oui, la question avait été évoquée hier au sommet européen d'Athènes, sommet qui s'est achevé tout à l'heure. Difficile de parler de politique étrangère commune, mais on s'est mis d'accord tout de même sur le minimum. Une déclaration commune dont les termes ont été soigneusement pesés, notamment à propos du rôle de l'ONU dans l'après-guerre. Jacques Chirac souhaitait que le mot essentiel le définisse. Tony Blair préférait le mot important. Et finalement, sur proposition française, on a choisi central, un rôle central pour l'ONU. Et vous le voyez, pour la photo de famille, on avait distribué des rameaux d'olivier, symbole de la paix. Et voilà qui nous amène aux cérémonies de Pâques. Au Vatican, Jean-Paul II relance l'Eucharistie et invite les chrétiens à travailler pour la paix. Nabila Tabouri. Des légionnaires transcendés par leur foi lors d'une procession à Séville. Et c'est toute la ferveur d'un peuple qui s'exprime. Qu'il soit d'Espagne, de France, d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique, pour les chrétiens, Pâques est la fête religieuse la plus importante du calendrier. La semaine sainte a commencé dimanche, jour des rameaux. En Espagne, des confréries arpentent jour et nuit les grandes villes du sud du pays. Chaque procession porte la statue d'un Christ, d'une Vierge ou d'un saint et la conduit dans l'église qui lui est dédiée. À Jérusalem, en ce jeudi saint, les fidèles commémorent la Cène, dernier repas du Christ avec ses 12 apôtres. Repas au cours duquel Jésus institue l'Eucharistie
partagent du pain et du vin. Ce matin à Saint-Pierre de Rome, lors de la célébration de la messe, le pape Jean-Paul II a béni l'huile sainte qui servira à l'ordination des prêtres, au sacrement des malades et au baptême. Trop faible, le Saint-Père n'a pas participé au rituel du lavage des pieds, un geste d'humilité qui rappelle celui du Christ. Jésus avait lui-même lavé les pieds de ses apôtres. L'actualité en France, c'est d'abord la première grande enquête, la première grande synthèse sur les effets des téléphones portables et des antennes relais. Nocifs ou inoffensifs, on a tout entendu, tout et son contraire. Eh bien, 7 experts mandatés par l'Agence pour la sécurité sanitaire ont tranché. À ce stade, aucune nuisance n'a été constatée, mais des précautions s'imposent. Marie-Pierre Samitier, Nicolas Châteauneuf. Les antennes relais seraient sans danger pour la santé. C'est ce qu'affirme le nouveau rapport de l'AFSE, l'Agence de sécurité sanitaire environnementale, rapport rendu public ce matin. Tous les travaux internationaux publiés montrent qu'il n'y a aucun danger avec les antennes relais, contrairement à ce qui est avéré par des associations, entre autres. Contrairement à ce qu'elles prétendent à propos de Saint-Cyr-l'École. Par exemple. Les associations ont obtenu que les opérateurs démontent les antennes relais situées sur l'école. Mais elles déplorent les 8 cas de cancer d'enfants à Saint-Cyr. Pour les associations, ce nouveau rapport est plus que troublant. On a démontré une perméabilisation de la barrière entre le sang et le cerveau. C'était des travaux d'ailleurs qui étaient faits dans le cadre du rapport initial, du rapport Smirou, qui maintenant sont marginalisés, qui ne sont plus cités dans le rapport aujourd'hui. En revanche, le rapport recommande l'utilisation de l'oreillette pour les téléphones portables. Nous allons demander au gouvernement que soit dorénavant obligatoire la délivrance du kit oreillette dans tous les paquets, qu'ils soient vendus par les opérateurs ou par des constructeurs ou bien au supermarché. Ça, c'est une forte recommandation. Un chercheur de Bordeaux a en effet montré que des rats exposés à des portables ont alors un cerveau qui subit de fortes modifications. Il a vu qu'il y avait des effets sur les vaisseaux du cerveau, qui se dilatent, un peu comme on voit dans la migraine. Les associations contestent les scientifiques qui ont rendu ce rapport et réclament la nomination de nouveaux experts. Oui, pour mémoire, il y a actuellement en France 38 millions de téléphones portables en circulation pour 60 millions d'habitants, rappelons-le, et on recense 33 000 antennes relais. Toujours l'électronique, mais avec un tout autre but, la lutte contre la délinquance. À Lyon, 3e ville de France, le conseil municipal à majorité socialiste a voté en début de semaine l'installation de 20 nouvelles caméras de surveillance dans les rues. D'après la mairie, la méthode expérimentée depuis 2 ans a fait ses preuves. Sur place, Virginie Fichet, Jean-Claude Martin. S'il arrive que les murs aient des oreilles, à Lyon, ils ont avant tout des yeux. Moralement, disons que ça me choque qu'on suive et qu'on surveille les citoyens comme ça. On a toujours l'impression maintenant d'avoir Big Boss derrière nous et d'être en permanence surveillés. Quand on n'a rien à se reprocher, on n'a pas l'impression d'être surveillé. Depuis 2 ans, sous ces drôles de cloches, une 60aine de caméras quadrillent ainsi quelques quartiers de la ville réputés plus criminogènes à certaines heures. On peut obtenir un bénéfice significatif en réduisant de 10 à 20% la délinquance dans les lieux concernés sans qu'elle se transpose à proximité. Mais cet effet dissuasif semble en fait difficilement quantifiable et divise la majorité municipale elle-même. 1 million d'euros par an pour vidéosurveiller 1% du territoire urbain, un coût jugé exorbitant pour un moyen qui, selon ses détracteurs, n'a pas fait ses preuves. C'est un peu comme un médicament inefficace, comme un placebo. On donne l'impression de s'occuper des gens et d'une préoccupation des gens sur la sécurité, mais on ne résout pas les vrais problèmes de sécurité. Toute aide qui peut être apportée au policier, le policier est preneur. Simplement, la vidéo ne remplace pas le policier. Rien ne se substitue à l'humain. C'est encore une forme d'assistance, mais ça n'est pas un policier à la place du policier. D'ici 2005, Lyon souhaite équiper 3 nouveaux quartiers. Parallèlement, pour veiller au respect des libertés individuelles, un conseil d'éthique indépendant sera créé avec pour mission de surveiller les surveillantes. Les suites de l'évasion de 3 détenus à la prison de Luynes, près de Marseille. Une fouille générale de l'établissement a été déclenchée hier soir. Toutes les cellules passées au peigne fin. Bilan, 2 téléphones portables, quelques barrettes de hashish et quelques armes artisanales saisies. Des armes fabriquées à partir de fourchettes et de couteaux. Les 3 hommes courent toujours. Dans la Seine-Maritime, c'est l'ouverture d'un centre éducatif fermé pour mineurs délinquants qui déchaînent les passions. Le conseil municipal du village a démissionné en bloc pour s'y opposer. Les riverains craignent pour leur tranquillité. Reportage Jérôme Soulard, Thierry Breton. Le centre éducatif fermé de Saint-Denis-le-Thiboux va-t-il ouvrir un jour ?
Déjà 3 semaines de retard et toujours rien que des ennuis. La clôture, par exemple, jugée trop petite par les opposants, mais pour faire des travaux, disent-ils, il faut un permis de construire. Tout est bon pour empêcher l'ouverture de ce qu'ils appellent la Star Academy de la délinquance, y compris le harcèlement judiciaire. Si on avait passé juriste, nous on aurait baissé les bras tout de suite. On aurait dit tout est fait, c'est pas possible, on n'y peut rien, on n'y peut rien. Et eux, ils disent non, et par moments ils disent oh, il y a Loïc qui a son mot qui dit oh ça c'est du pain béni, il y a une faille, on va prendre par là. Résultat de ce harcèlement, de simples travaux de rénovation électrique stoppés pour faute de permis de construire. Le permis ne sera pas signé par le maire. Il est opposé au projet et en plus il a démissionné. Quant au préfet, il refuse cette démission comme il refuse de signer à la place du maire. Si je devais me substituer au maire et signer ce permis et qu'il y a à ce moment-là une action devant le tribunal, ou bien j'ai eu raison et on avance, ou j'ai eu tort et à ce moment-là, avoir allé trop vite, j'aurais pris un retard encore plus grand. Un retard qui coûte cher à l'association porteuse du projet. Depuis un mois, le personnel est prêt et n'attend plus qu'un seul feu vert de l'administration. Je crois que voilà, il y a une vraie réalité. Il y a des enfants qui sont actuellement dans les quartiers des mineurs. Ça, c'est pas pure théorie. J'en ai vu il y a encore pas longtemps, quelques semaines. Et il n'y a pas photo, quoi. Si on peut créer des centres qui sont une alternative à l'incarcération et qui empêchent la récidive, il faut y aller. Une impatience partagée par le ministre de la Justice qui ne comprend pas l'attentisme du préfet, le silence de sa hiérarchie, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy. C'est une priorité de mon action et je suis déterminé à la mettre en œuvre. Vous allez le signifier au préfet donc? Absolument. Ouvrira? Ouvrira pas? Les retards et problèmes de Saint-Denis-le-Thiboux font couler beaucoup d'encre et pour cause, il n'y a pas si longtemps, c'était une priorité affichée du gouvernement. La Corse, une bonne nouvelle pour le gouvernement. Les 2 principaux mouvements nationalistes qui donnaient aujourd'hui une conférence de presse appellent à voter oui au référendum du 6 juillet sur le nouveau statut de l'île, une région unique, même s'ils déplorent, je cite, une timide avancée. La Corse où un adolescent de 16 ans a été tué et un autre grièvement blessé à Furiani, près de Bastia, par l'explosion d'une bombe artisanale dont ils achevaient la fabrication. Le mode d'emploi avait, semble-t-il, été trouvé sur Internet. La police aurait fait un lien avec une récente explosion qui avait endommagé un lycée bastiais il y a quelques jours. Les grandes chaleurs, suite entre 20 et 25 degrés sur toute la France, c'est évidemment rarissime pour un mois d'avril. D'abord un mot de cet incendie dans la forêt des Landes, circonscrit la nuit dernière. 600 hectares de pins ont tout de même été brûlés. Le feu n'a fait aucune victime. La chaleur côté plaisir maintenant sur la Côte d'Azur, on vit des journées d'été, plage et déjeuner en terrasse. À Cannes, reportage Nathalie Jourdan, Virgile Liado. Un temps à se faire lécher les orteils. Avec les pieds dans l'eau, c'est encore plus formidable. Ça donne une relaxation entre midi et 3. À Cannes, pas besoin de thermomètre pour connaître la température. Quand Jim fait un excès de fièvre, c'est qu'il fait plus de 22 degrés et qu'il lui faut 15 degrés dans l'eau. Certains ont vérifié, d'autres préfèrent nous croire sur parole. Nous ne sommes qu'en avril, mais construire un château c'est long. Lucas attaque les fondations. Les premières chaleurs inspirent une pensée émue aux vacanciers. Je pense aux travailleurs. Et donc ça me fait du bien, penser aux travailleurs. J'ai déjà fait mes oursins ce matin, je suis débordé. Bien sûr, il y en a toujours à qui le bonheur fait un peu peur. Du tout. Je veux pas de soleil. Pas de soleil du tout. Rabat-joie, sûrement pas, juste prudente. Avec un soleil comme ça, il faut savoir déjouer les pièges, tous les pièges. Pas trop chaud en noir? Voilà. En fait, on a été surpris par cette température aujourd'hui et ce vent qui s'est arrêté complètement. Je pense qu'on a dû payer tous la redevance soleil, ça y est, donc on y est, on est en pleine saison. Dernier signe de beau temps, une brochette de Don Juan. Dans leur ligne de mire, 4 serviettes vides. Elles ne devraient pas le rester bien longtemps. La saison est ouverte. Attention pour ceux qui sont en vacances, Bison Futé annonce un week-end rouge sur les routes. Les précisions de Julien Pascal juste après ce journal. Autre conséquence inattendue de la chaleur, les habitants de plusieurs villages de l'Aisne sont excédés par une invasion de milliers de mouches attirées par une exploitation de volailles toute proche. Reportage Florence Griffon, Hervé Pozzo. Mort aux mouches. Au café, comme partout ailleurs dans le village, on ne les attrape pas avec du vinaigre, mais avec un bon vieux rouleau adhésif. D'ailleurs, le supermarché du coin est en rupture de stock. Actuellement, il fait très bon, par exemple. Il n'est pas possible de manger dehors. Non. Et même simplement d'ouvrir les fenêtres
pour faire rentrer l'air, c'est pas possible, parce que c'est des mouches qui rentrent. Les clients, ils veulent plus venir là maintenant. Tellement que c'est infernal, hein. Bah, vous avez des mouches qui tombent dans les verres. Et gare à celui ou celle qui oubliera une casserole. Céline s'est laissée prendre, pourtant, elle aussi a l'habitude de tout cacher. Ça fait le 3e été. Et le jour, bon, c'est énervant, mais la nuit, faut vivre avec cette quantité de mouches la nuit. La cause de tous leurs maux, la voici. Il s'agit d'un tas de fientes, longueur 25 mètres, hauteur 2 mètres, largeur 5 mètres, constaté par huissier. Et les mouches, elles sont là-dessous? Elles sont là-dessous, sous forme de larves, et puis ensuite autour, etc. Et la fiente vient de la poule qui vient de ce poulailler industriel. Son propriétaire vient de promettre la construction d'un hangar de stockage pour l'année prochaine, si tout va bien. En attendant, certaines se frottent encore les mains. Ce mois d'avril est décidément celui de tous les records, record de chaleur cette semaine, mais on l'a déjà oublié, record de froid la semaine dernière. Et les premiers fruits à peine sortis ont été saisis par le gel, mirabelle, couetche, cerise, mais également les pommes. Au Mans, reportage Séverine Lebrun, Éric Mézy. Et là on voit les dégâts drôlement naissants. Là ça se voit là. Il y en a quelques-unes qui ne sont pas prises, mais il y en a pas mal de prises. On va pas récolter grand-chose. Non. Un état des lieux minutieux, presque fleur à fleur. Et un constat, ces pommiers trop fragiles n'ont pas résisté à 4 nuits de gel intense la semaine dernière. Donc on voit sur cette fleur, le froid a rendu les organes marrons, donc c'est gelé. Le fruit ne se développera pas. Ici sur cette fleur qui a été bien protégée du froid, on voit que les organes sont bien verts, les étamines autour sont bien jaunes, tout fonctionne bien, il y aura une pomme. Sur ce verger de 65 hectares, il n'y a que 2 tours anti-gel comme celle-ci. À 28 000 € pièce, l'investissement est lourd, alors la moitié de l'exploitation n'était pas protégée, 50% de pertes sur cette zone. On subit le gel, on subit, de toute façon on ne peut pas faire autrement. Et on se dit, il va y avoir 3, 4, 500 tonnes en moins à cueillir. Ça va faire ça en moins de pommes à récolter, ça va faire ça en moins pour l'entreprise, ça va faire ça en moins au niveau de l'emploi. Voilà. Impossible encore de mesurer le préjudice financier, d'autant que l'ampleur des dégâts se verra à la cueillette. Une petite tache marron sur la fleur, c'est à coup sûr un défaut sur la future pomme. Elle sera alors invendable. On connaissait la fête des mères, la fête des pères et même la fête des grands-mères. Eh bien voici la fête des secrétaires. Elle est née aux États-Unis. En France, on compte 1 million de secrétaires, dont très peu d'hommes. Nicolas Lemarinier, Patrice Hacher. Il n'y a pas si longtemps, les secrétaires étaient les stars du monde du travail. Au championnat du monde de dactylographie, on venait chercher une promotion sociale. Rien n'était trop beau ni trop sophistiqué pour elles. Un téléphone, un clavier, les outils n'ont pas beaucoup changé en 50 ans. Mais en plus, les secrétaires ont pris le pouvoir. Le travail est devenu beaucoup moins exécutif, qu'on accorde beaucoup plus d'importance aux secrétaires, on les fait entrer plus dans les dossiers. Le patron tape lui-même son courrier, c'est l'aspect positif de l'informatique. Mais d'un autre côté... Il y a tellement d'échanges maintenant, papier, mail et tout, messagerie électronique, on se retrouve avec des tonnes de papier, donc je dirais que c'est l'ère du papier par contre. Au lycée de la Salle à Rennes, on prépare le bac de secrétariat. Signe de l'évolution de la profession, ici on trouve aujourd'hui des garçons à la recherche d'un métier enrichissant. J'aimerais bien travailler dans le commerce et tout, parce que je trouve ça intéressant, le rapport relationnel entre les gens et tout. C'est pour ça que je suis intéressé. Ouais. Les filières du secrétariat deviennent de plus en plus des filières tremplin. Salaire de base, 1 500 € par mois. La France compte 1 million de secrétaires indispensables, mais aujourd'hui, seule 1 sur 3 aura reçu un bouquet pour la fête des secrétaires. Bonne fête à toutes. Un salon qui va s'achever ce week-end et qui a attiré 200 000 personnes. Le salon de la maquette des trains, des autos et aussi des avions télécommandés. Romuald Bonan, Rémi Poissonnier. Depuis 50 ans, Édouard Molinaro passe sa vie à diriger. Entre ses mains sont passés les plus grands acteurs français, mais aussi 350 de ces petits avions, des modèles réduits, les seuls qui lui permettent de jouer un rôle dont il a toujours rêvé. Moi, je voulais être pilote. Je suis un pilote raté. Mais j'aurais jamais pu faire ça avec un véritable avion parce que... Pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop dangereux puis ça donne mal au cœur.
Pour quelques minutes de voltige au grand air, des dizaines d'heures à bricoler dans une cave de 6 mètres carrés. Une passion qui remonte à l'adolescence en Gironde. C'était l'époque des meetings aériens populaires et de l'école buissonnière. Je passais mon temps dans les hangars à renifler les avions, puis j'ai commencé à reproduire en taillant dans du bois des modèles réduits. Après, j'ai fait ça en balsa avec des moteurs caoutchouc. Depuis, Édouard Molinaro est devenu président de jury au Salon de la Maquette. Plus de 600 avions à concourir, des modèles réduits très rares, comme cet avion le premier au monde à voler en 1903 avec un moteur entraîné par des chaînes à vélo. Ou encore ces toutes nouvelles maquettes d'avions à réaction capables de voler à 400 km/h. Étonnant aussi, ces gros modèles réduits jusqu'à 3 mètres d'envergure. J'ai tourné un film avec cet avion. Et j'ai utilisé une maquette parce que ce type d'avion n'existe plus en vol. On ne peut pas les trouver. Comme je ne voulais pas faire une inexactitude historique, j'ai préféré utiliser un modèle réduit. Et le prochain film d'Édouard Molinaro parlera encore d'avions et de maquettes pour retracer cette fois l'histoire d'un pilote de l'armée de l'air française. Le sport est d'abord cette décision de justice. Greenpeace devra verser 112 000 € d'indemnisation au défi français Areva. Un zodiaque de l'association écologiste avait, vous vous en souvenez, heurté délibérément le voilier en mai l'année dernière. Selon l'avocat d'Areva, cet incident avait perturbé l'entraînement à quelques semaines de la Coupe de l'América. Les adieux de l'un des sportifs les plus extraordinaires et les plus riches du monde aussi, le basketteur Michael Jordan. Il a joué hier son dernier match à Philadelphie. Manuel Tissier, Aaron Tanzit. Le dernier salut d'un géant. L'ovation debout du public de Philadelphie. Jordan vient de marquer l'ultime point de sa carrière. En 15 saisons, d'envolées et d'exploits, il en aura inscrit plus de 30 000. Le sportif le plus célèbre et le plus riche de la planète ne régnera plus dans les airs. L'heure de la retraite a sonné à 40 ans. Elle est irrévocable. En fait, je n'ai plus l'envie de jouer. Il est temps que je m'arrête, et si je l'accepte maintenant, c'est que physiquement je sens que c'est fini. Perfection du mouvement, Jordan a élevé son sport au rang de chorégraphie. De l'argent et des titres, il a tout gagné. 6 fois champion NBA, 10 fois meilleur marqueur. Oh yes, yes, yes. Jordan quitte la scène, mais ses exploits sont éternels, comme les diamants. Image de tennis, c'est du tournoi de Monte-Carlo. Un seul rescapé français, mais qui trace une jolie route. Julien Bouter, 60e mondial, a encore battu une tête de série, le néerlandais Schalken, 7-6, 6-4. En quart de finale, il rencontrera l'espagnol Carlos Moya. Un rappel en football, Monaco a battu Marseille hier au Stade Vélodrome 1-0 en demi-finale de la Coupe de la Ligue et rejoint donc Sochaux en finale. Ce sera le 17 mai à Paris, à suivre sur France Télévisions. Et puis un mot des mésaventures de Jean Tigana, l'entraîneur du club britannique de Fulham. On vient d'apprendre qu'il a été licencié. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Isabelle Martinet, l'info sur France 2, 20h55, envoyé spécial Guylaine Chenu, Françoise Joly, avec entre autres un reportage sur le phénomène des Lolitas, ces toutes jeunes filles qui s'habillent et se maquillent comme les grandes. 1h moins 10, dernier journal, Laurence Piquet, dès 6h30 télématin dans les 4 vérités. Gérard Leclerc recevra Marine Le Pen. On se quitte sur ces images du zoo de Bagdad. Quelques-uns des animaux ont survécu, les lions notamment sont toujours en cage. D'autres espèces ont été libérées par les habitants. À lundi.